Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce nouvel épisode sur YouTube dans lequel on va revenir sur l'entreprise Hermès. C'est une vidéo que j'avais hâte de faire parce que on avait fait une vidéo du coup sur cette entreprise il y a un an sur YouTube et à l'époque on était à plus de 2400 € et j'avais beaucoup aimé l'entreprise. C'est une vidéo qui va faire plaisir à faire parce que je vois beaucoup de choses qui me plaisent. La seule chose qui ne me plaisait pas, c'était clairement la valorisation. Je ne comprenais pas du tout le prix de 2480 €. Aujourd'hui, on est à 1649 € et mon ancien prix cible était autour des 1500 € et entre-temps, on a eu les publications des nouveaux résultats qu'on va regarder ensemble directement dans les documents financiers, voir un petit peu aussi rappeler ce que fait l'entreprise, qu'est-ce que j'apprécie dedans, les chiffres, voir un petit peu comment on pourrait évoluer la valorisation, sachant que les résultats ont été, de ce que j'ai compris, un petit peu décevants et même un petit peu en deçà de mes anciennes projections qu'on va regarder du coup ensemble, qui étaient d'il y a un an, hein. Donc voilà, pour information aussi pour les membres de la communauté, je vous ai fait une grosse vidéo hier, comme chaque lundi, dans laquelle on refait le point, la bourse en ce moment, ce qui se passe sur les marchés, mes achats, on passe aussi sur les valorisations de Meta et Microsoft qui ont été beaucoup demandées. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à une communauté d'investisseurs et des vidéos au-delà de YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien en description et c'est sans engagement. Donc si au bout d'un mois vous voulez repasser sur YouTube, c'est tout à fait possible. Et donc voilà. Et évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Alors, rapidement, pour le rappeler, Hermès, c'est une entreprise du luxe fondée en 1837, spécialisée dans la maroquinerie, mode, parfumerie, accessoires haut de gamme. Ils sont réputés pour leur savoir-faire artisanal exceptionnel. Ils s'appuient sur des matériaux de qualité, une production largement réalisée en France, des produits phares et aussi assez rares ou difficiles à obtenir. Ils jouent beaucoup sur la rareté dans cette entreprise, notamment le sac Birkin, mais vous avez aussi le Constance et d'autres sacs et produits connus. Ils font aussi d'ailleurs de la sellerie, ce qui était le point de départ de cette entreprise. Entreprise qui incarne vraiment le luxe, entre guillemets, ce qu'on fait de mieux, ou en tout cas parmi les marques les plus réputées clairement et les plus rares sur tout ce qui est maroquinerie. Et il renforce toujours cette exclusivité. C'est une entreprise que je connais un petit peu, tout simplement parce que je connais pas mal de maroquiniers qui bossent et chez Hermès et chez LVMH, du fait qu'il y a des ateliers autour d'où je fais de l'immobilier en France. Et donc je connais personnellement plusieurs personnes qui travaillent dans ces ateliers. Alors on appelle ça atelier, vu la taille des bâtiments, la taille des parkings et le nombre de personnes qui y travaillent, ils m'en ont parlé. Euh, je sais pas si on peut encore appeler ça les ateliers ou si c'est des mini-usines, voire des usines, vu la taille des bâtiments, aussi bien LVMH que Hermès. Mais en tout cas, ils jouent toujours et ils ont toujours cet aspect rareté, exclusivité. Mais on le verra, hein, les nombres d'employés, on est sur plus de 25 000 ou 26 000 employés. On regardera après dans les documents, ils l'ont écrit. Ils jouent quand même sur les volumes de production, le fait que ce soit difficile à obtenir, qu'il faille aller en magasin, que ce soit aussi beaucoup sur commande. La cadence de production, pareil, aussi, elle n'est pas censée être connue, elle n'est pas communiquée. Donc voilà, après on peut essayer d'obtenir des infos en parlant à des gens, etc. Mais c'est une entreprise vraiment qui joue cet aspect haut de gamme, très haut de gamme. Et j'aime beaucoup le business. Clairement, d'ailleurs, vous savez que j'ai aussi du LVMH en portefeuille. J'aime le luxe juste au bon prix, en tout cas d'après mon analyse. Et c'est ce que je vous dis ici, aussi belle qu'une entreprise soit-elle, je suis là pour faire du retour sur investissement et je me dois de la payer à un prix en ligne avec mon analyse. Et c'était pas du tout le cas là-haut. Si on retourne revoir le cours de l'action, c'était pas possible pour moi, je peux avoir tort, mais c'est mon argent que j'investis. Par contre, aujourd'hui, à 1600, on commence à revenir sur des niveaux où je pense que la valorisation compresse. Et on va du coup regarder ça ensemble, comme je vous le disais. Du coup, documents financiers. Allez, on les passe ensemble. Je vais juste vous cacher le côté afin que ce soit recentré par rapport à ma caméra. Croissance de 9% à taux de change constant et 5,5% si on prend en compte le taux de change. Clairement, ils ont été impactés par le dollar qui s'est déprécié par rapport au panier d'autres monnaies, le DXY, le DXY, et de façon générale l'euro qui est quand même pas mal remonté. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est à 16 milliards de chiffre d'affaires et moi j'étais à 16,5 cette année, hein. Donc ils ont fait moins que ce que j'avais prévu. Donc c'est à noter et certainement que mon prix cible va baisser un petit peu. Faudra que je mette ça à jour. Là, je voulais vraiment, dans cette vidéo, d'ailleurs, vous m'avez dit en commentaire avant-hier, passer sur les documents financiers comme on le fait souvent et pas juste un logiciel, mais vraiment aller chercher les infos. Au niveau des croissances, évidemment, on sait que c'est quand même difficile en Chine. Là, vous avez l'Asie hors Japon. Japon qui a une très belle croissance à plus 14%, mais on est à plus 5%. Cependant, on voit un retour de l'accélération
enfin un retour de la croissance un peu plus fort à 8% sur le dernier trimestre. Amérique plus 12%, Europe plus 11%, France plus 9%, et Middle East qui fait peur en ce moment avec le conflit, la géopolitique qu'il y a là-bas, qui était à plus 15%. Donc évidemment, ça n'a pas aidé l'entreprise, tout le secteur du luxe souffre, premièrement parce que y a des ventes faites au Middle East, même si c'est un petit pourcentage, hein. On est de l'ordre de 4-6% la dernière fois que j'avais regardé, on est largement sous les 10% en tout cas, et à noter par contre que c'est un gros hub de transport, le Moyen-Orient, entre l'Asie et l'Europe. Et donc beaucoup de clients qui transitent, qui ont été bloqués, ça pourrait impacter les résultats. Ils continuent à rajouter des emplois, à employer. Il y a un gros centre de formation de maroquinerie, vraiment pas loin du tout de où je fais l'immobilier, et je sais que ça forme beaucoup. Ils sont quand même 26 494 employés. Donc ça produit du sac, évidemment, il y a une partie, c'est les commerciaux dans les magasins à travers le monde, mais sur les 26 000 employés, vous en avez 16 000 en France, hein, donc quand même de la production, avec beaucoup d'artisans. Et ils nous disent qu'eux, qu'ils voient quand même globalement une croissance solide et ambitieuse à taux de change constant. Et le taux de change, entre guillemets, je peux les pardonner, on va dire, dans le sens que, bah, oui, l'euro s'est renforcé, donc forcément, quand vous ramenez le résultat en euros, le chiffre d'affaires et le résultat, j'entends, bah, ça fait mal. Par contre, si demain le taux de change va dans l'autre sens, eh ben, ce sera bénéfique. Donc c'est à mettre en regard du fait que c'est une entreprise qui est mondialisée, qui a des revenus, donc du chiffre d'affaires dans plusieurs pays, et sur le long terme, pour moi, ça peut se lisser. Et ils nous disent qu'ils sont quand même confiants dans leur croissance, malgré tout ce qui est incertitude économique et géopolitique. Et oui, je suis plutôt d'accord, hein, sur le très long terme, les taux de croissance ne m'inquiètent pas sur ce genre de business, surtout sur du ultra haut de gamme. Maintenant, les chiffres sont les chiffres. Taux de croissance de 5,5%, à taux de change constant de 8,9%. Les 16 milliards, du coup, bah, ils ont fait moins bien que ce que j'avais prévu. Donc je vais devoir décaler quand je vais mettre sur du 2025 et projeter à partir de 2026. Je vais faire baisser le chiffre d'affaires. Je n'ai pas le choix, donc ça va me faire un prix à payer qui sera certainement un peu plus bas. Évidemment, j'invite tout le monde à faire ses propres projections, sa propre analyse avant d'investir. C'est votre argent. Personnellement, je ne pouvais pas l'acheter là-haut. Si quelqu'un l'a acheté là-haut d'après son analyse et est confiant pour le long terme, c'est pas quelque chose qui me choque. Mais j'invite tout le temps tout le monde à faire ses propres recherches parce qu'au final, le jour où ça baisse et ou le jour où ça monte, on est les seuls à avoir investi, à récolter les fruits et aussi à devoir gérer émotionnellement si les baisses continuent. Et c'est pour ça que j'achète toujours selon mon analyse parce qu'au moins je sais pourquoi je l'ai fait, je l'ai écrit noir sur blanc et ensuite bah, j'apprends dans tous les cas. Donc c'est vraiment la philosophie que je défends. Cash issu des opérations 5,6 milliards pour 16, hein, ça fait des belles marges, hein, ça redescend pas mal d'argent. Investissement un peu plus de 1 milliard, free cash flow adjusted à 3,8 milliards et le dividende, je pense qu'ils peuvent le payer, on le verra après. La position en cash est montée au niveau de la trésorerie, ça c'est cool. Les employés aussi, c'est monté. Si je descends un petit peu dans les documents, j'ai encore noté 2-3 points. Donc vous retrouvez le chiffre d'affaires. Ah oui, les impôts, waouh, c'est violent. Le net income, vous l'avez ici, donc là les bénéfices avant impôt à 6,7 milliards, oh, 2,2 d'impôt. Vous ferez le pourcentage, mais c'est élevé, hein. Et voilà. 12 milliards de cash en stock, pour ainsi dire, pratiquement pas de dette, un peu de liabilities, mais c'est sur les leases, les loyers, donc c'est pas quelque chose qui me choque. Et si, dernier point que j'avais noté, c'est ici, voilà. Cash issu d'opération, vous le retrouvez ici, les capex, et on peut très largement payer le dividende. Et on peut le voir aussi visuellement sur mes logiciels, hein. Historiquement, vous voyez là, en 2024, free cash flow de 4 milliards, 2, j'arrive plus à parler, de 2,7 milliards, et vous le retrouvez ici, le 2,796, et c'était 2,7 l'année dernière, entre 2024 et 2025. Donc ils augmentent leur dividende dans le temps, entreprise d'ailleurs, hein, qui est connue pour ça, hein. Vous voyez ici de plus de 30% par an d'augmentation sur 5 ans, 19% sur 10 ans, il augmente là sur 3 ans de 10%, donc l'augmentation ralentit quand même. Et l'entreprise, bravo, hein. Je vous dis, j'aime beaucoup ce business, il fait mieux que le S&P 500 sur 10 ans avec les dividendes réinvestis et sans les dividendes réinvestis. Et là, il fait un peu moins bien depuis 2-3 ans, mais c'est à cause de la valorisation qui s'était complètement emballée, mon avis en tout cas. Et d'ailleurs, la valo, on peut la regarder ici, hein. Ça se paye actuellement, on est repassé dans les 7 fois le chiffre d'affaires. Ça s'est payé, il y a eu des moments, ça a dû se payer plus de 20 fois le chiffre d'affaires. Ouais. Et au niveau des price to free cash flow, on est monté à plus de 60, 70. Et hélas, c'est pas étonnant, tant mieux pour eux que le marché les ait valorisés, mais d'un autre côté, hélas, c'est pas étonnant que, en tout cas, dans ma façon de faire, je trouvais un prix à payer qui était bien plus bas que ce qu'on a pu aller, tout simplement parce que je
refuser de payer aussi cher. Vous voyez, là, c'était sur les bénéfices. Je pense que la prochaine projection, je la ferai sur les free cash flow. Je vous la mettrai dans le school, je vais la faire dans les jours qui arrivent. Alors même peut-être cet après-midi, je sais pas, il faut que je prenne le temps de méditer le dossier. Mais dans tous les cas, je vous invite tout le monde à faire votre mise à jour, parce que c'est votre argent. Mais je ne pouvais pas payer ça plus de 30 fois, peut-être 35 vraiment très très bien payé. Et là, alors c'est les price to free cash flow, mais si je vous mets les prix par rapport au bénéf, ça c'est à peu près payé en ligne, hein. Actuellement, on est sur du 28 fois. Donc vous voyez, avoir demandé 30 fois, aujourd'hui ça se paye 28 fois. La médiane historique est à 50, c'est pas possible pour moi de payer ça 50 fois les bénéfices. J'avais demandé 30 dans mes projections, on est à 28 en ce moment. La correction fait sens. Au niveau des marges, ça tient toujours, hein. J'avais regardé, je vais vous le montrer ici, en annuel sur 2025, les 28% et 26%, j'ai mis 30. Et au niveau des médianes historiques, on se balade dans ces eaux-là, je vais vous la montrer. Ah, j'étais un peu plus généreux que la médiane. Mais récemment, ils ont fait mieux. Vous voyez, on a fait des 28, des 29. Donc je pourrais faire baisser un peu les marges aussi. C'est à ajuster. J'avais fait des projections qui, je pense, étaient en tout cas pas ultra conservatrices. Je vais conserver, j'imagine, à peu près les mêmes choses en termes de marge, de prix à payer dans le futur. Par contre, je vais devoir faire baisser la croissance parce que c'est le cas. Donc voilà un petit peu pour tous les chiffres. Mais sinon, globalement, très beau business qui génère du cash, qui paye son dividende, qui a pas de problème de cash, clairement pas. Vous avez vu la trésorerie, il y a plus de 12 milliards en stock. On peut payer le dividende. La dette, il y a un tout petit peu de dette long terme, je vous l'ai montré, elle était où, vous la retrouvez et dans le logiciel, et vous avez ici un peu du overcurrent liabilities, et vous avez les leases aussi, hein, mais bon, c'est du loyer, donc vous en avez à plus d'un an et à moins d'un an, donc vous avez de toute façon tout dans les documents. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une entreprise qui a beaucoup de cash, bien plus que ce qu'elle peut avoir de dette. Le chiffre d'affaires continue de monter, la direction est confiante, il rachète un tout petit peu d'actions. Dans mes projections, je suis à zéro. Donc voilà, globalement, très beau business, et j'aimerais beaucoup l'avoir, mais c'était un problème de prix, ça l'est beaucoup moins. Je pense qu'on est encore un peu cher, mais parce que j'ai envie de faire une analyse conservatrice, parce que j'aime les bonnes affaires. À 2004, c'était un nom catégorique, je l'avais écrit, vous avez la vidéo, c'est pour ça que j'adore YouTube, parce qu'on peut tout écrire. À 1650, si on aime beaucoup l'entreprise et qu'on est un peu généreux dans les valorisations, voilà, si un investisseur me dit j'achète, je ne suis pas choqué selon votre projection. Je pense que de toute façon, mon ancien prix cible était à 1570, donc on n'y est toujours pas. On y est presque, hein. 1570, ouais, à moins 5%, et on y est. Et en mettant ça à jour, ça va peut-être être un peu plus bas. On va voir, je ne l'ai pas fait. Je voulais juste vous tenir rapidement au courant, surtout que vous m'aviez demandé les documents financiers, parce que c'est des fois le truc le plus indigeste, donc j'aime bien les regarder avec vous, parce que je le fais souvent. Et ça va m'amener à ma conclusion. Très belle entreprise, rien à dire. En plus, j'aime le secteur, vous savez que j'ai du LVMH en portefeuille. J'en rachèterai peut-être si la baisse continue. Pour l'instant, je conserve parce qu'on n'est pas à mon prix à payer. J'ai eu des retours anecdotiques de personnes qui y travaillent, et franchement, j'en reçois beaucoup de positifs, aussi bien de la part des employés qui sont très contents d'y travailler, que la rareté des produits, le haut de gamme, même le savoir-faire, il est réel, hein. Il faut 2 ans de formation pour aller sur certains sacs, et ensuite pour monter en qualité de cuir, c'est des formations en interne, etc. C'est passionnant d'ailleurs de parler de ça avec des artisans, que chaque artisan travaille des cuirs différents, etc. Bref, c'est passionnant. Euh, les chiffres sont bons, mais on a un ralentissement du chiffre d'affaires, on doit le dire, en partie au taux de change, mais aussi en partie juste un ralentissement du 9%, alors qu'historiquement, je vais vous le montrer, hein, on a fait un peu plus, hein. Là, on fait du 9% sans les taux de change, sinon c'est à 5,5%, et vous voyez qu'on a eu des taux plus élevés les années d'avant, donc on a un ralentissement, mais c'est le cas pour surtout le secteur. Très bonne gestion historique, très belle performance en bourse, rien à dire, bravo. Et il y a des peurs en ce moment à cause de la géopolitique, donc la correction a lieu. Alors oui, le marché trouve une raison, ralentissement et peur, mais la raison profonde, c'était la valorisation qui, encore une fois, c'est un avis, était un peu trop élevée. La valorisation, donc du coup, elle est élevée, comme je dis historiquement, vidéo précédente. Bravo pour la patience, parce que je sais que certains parmi vous voulaient l'acheter depuis très longtemps, et comme quoi ne jamais dire jamais en bourse. On se rapproche doucement d'un prix qui est plus en ligne avec les fondamentaux, pour moi, hein, c'est mon avis. Je vais devoir revoir à la baisse mon prix cible, clairement, je pense qu'il va baisser un peu, mais je ne m'amuserai pas à parier contre cette entreprise. Je me dois juste de payer un prix bas par rapport au retour sur investissement que je demande. C'est ma méthode que je vous présente depuis de nombreuses années sur YouTube, que je continue à appliquer. Si je l'achète jamais et si le marché se met à les valoriser mieux, et ben, tant mieux pour eux, je leur souhaite. Et si elle baissait encore sous mon prix cible, que je vais réétablir, et je vais devoir le baisser, vu ce qui se passe sur la croissance, bah pourquoi pas.
Donc je passe mon chemin, mais franchement, c'est de peu. Et si un investisseur rentre dessus, autant à 2004, vous pourrez voir les anciennes conclusions, je ne pouvais pas, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, à 1006, si on aime vraiment l'entreprise et qu'on est un peu positif dessus, bah, je comprends. Et si la valorisation baisse, moi-même, je pourrais m'y intéresser. Je le disais pas là-haut, je le dis maintenant. Et puis vous avez plein d'autres cas où ça a été pareil sur ASML, je pouvais plus, j'ai pu rentrer cet été. En ce moment, Amazon, pendant longtemps j'ai attendu, puis ça y est, je peux enfin rentrer sur Amazon. Je dirais aussi, si on est très positif dessus et si l'entreprise vient à grandir dans sa valorisation via la croissance de ses activités, je pourrais m'y intéresser, je comprendrais que certains s'y intéressent. Donc voilà, comme quoi ne jamais dire jamais. Les valos sont en train de compresser sur un vrai ralentissement du chiffre d'affaires et des peurs. Et très très belle entreprise. Voilà, c'est une entreprise que j'aimerais vraiment avoir en portefeuille. J'ai été patient depuis les 2486 euros. On est à 1649. Je vais être encore un peu patient. Mais me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si ça repart, bravo à eux. Et si quelqu'un rentre sur ces niveaux de prix-là, je suis pas choqué. Maintenant, comme je le dis toujours, j'ai pas de boule de cristal. Si quelqu'un connaît la date du point bas précisément, on peut faire des choses avec des options des 0 DTE, etc. Mais je pense que ben, bien malin celui qui le sait. Donc si je venais à rentrer, je pars pas du principe que le jour où j'ai acheté, ça doit remonter le lendemain. J'accepterai que la traversée du désert peut être encore un peu longue. Euh, et si quelqu'un rentre aussi de la même façon, pour le très long terme, très belle entreprise qui ne m'inquiète pas. Et sur le court terme, ben, on ne peut pas dire autre chose qu'il y a de la peur et que c'est baissier. Donc voilà, j'ai hâte de mettre ça à jour. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me partager aussi combien vous avez dans vos analyses, vos précis, est-ce que vous rentrez ou pas. On en a déjà un peu parlé ce week-end en commentaire. Certains parmi vous veulent rentrer un peu plus bas, certains ont commencé à rentrer. Et on est globalement sur les niveaux de prix que je trouve très pertinents, surtout pour un beau business. Je veux dire, j'ai regardé directement le document financier avec vous, ce que j'aime bien faire parce que les logiciels c'est bien, mais moi personnellement j'aime bien lire ce que dit la direction. Ils sont très positifs sur l'avenir, malgré le contexte économique. C'est une belle entreprise sur laquelle j'ai des vrais retours et je connais des gens qui y travaillent et tout. Je connais même un petit peu comment ça se passe en magasin. Bref, je vais pas trop raconter, c'est des choses, faut pas trop. Enfin, voilà, on évite de trop s'étaler. Je sais que c'est une entreprise qui n'a pas trop communiqué là-dessus, donc j'en dirai pas plus. Mais très très beau business. Je vais en rester là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai fait pas mal de tangentes. Mais voilà, très beau business. Ça fait plaisir d'en parler. J'avais le sourire. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description pour la communauté sans engagement. Et bonne journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.